Bonsoir à tous et bienvenue. Le corps d'un jeune marié retrouvé dans un puits à Ngayen Sabakh, département de Nioro. La victime était âgée de près de 30 ans. Son moyen logistique, les sous-unités des sapeurs-pompiers ont dû faire intervenir les plongeurs de Kaolack. Procès de Lamine Diack à Paris. L'ancien président de l'IAAF charge son fils Pape Massata Diack après avoir appris que le conseiller marketing d'alors était mêlé dans des dossiers sur le dopage. Pendant ce temps, le syndicat des travailleurs de la justice observe un arrêt de travail pour avertir l'autorité. Le Sud-Just dénonce les lenteurs dans les accords déjà signés. Reprise des enseignements pour les élèves en classe d'examen. Le gouvernement va bientôt reprogrammer une nouvelle date. Ce sera en fonction de la période d'incubation de 14 jours pour les enseignants qui avaient déjà fait le déplacement. Sur la disponibilité du matériel. L'État mobilise les services compétents pour corriger les impairs. Info Écho avec Rapsa Inimanouane, complète journal mise en onde par Alassane Wade. Sud-Soir. Découverte macabre à Ngayen Sabakh, arrondissement de Médina Sabakh, département de Nioro. Le corps d'un jeune marié âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé au fond d'un puits. Il a fallu l'intervention des plongeurs des sapeurs-pompiers de Kaolack pour repêcher le corps. Occasion saisie par les populations pour demander le renforcement en moyens logistiques. Le renforcement donc des moyens logistiques dans les sous-unités des sapeurs-pompiers. Correspondance Mamadou Kamara. La population de Ngayen Sabakh dans l'arrondissement de Médina Sabakh dans le département de Nioro s'est tristement réveillé dans une profonde douleur. Un jeune âgé d'une trentaine d'années marié s'est jeté dans un puits. Son corps sans vie a été repêché par l'unité des plongeurs des soldats du feu de la 31e compagnie d'incendie et de secours de Kaolack. Goumba Gaye, l'édile de la commune de Ngayen Sabakh, revient sur les faits. Un de nos frères nommé Moustapha Sall, nos administrés nous ont informé qu'il y a un bruit dans le puits. Et quand on a fait les investigations avec la gendarmerie et les services sapeurs-pompiers, une fois le service sapeurs-pompiers de Nioro sur les lieux, ils sont entrés dans le puits pour regarder de quoi il s'agit. Et ils ont constaté que dans le puits, il y avait beaucoup d'eau, ce qui faisait que les gens ne pouvaient pas pénétrer au fond du puits. Donc ils ont lancé des ailes vraiment fouillées, mais ils n'ont rien trouvé. C'est après que le commandant a lancé un appel à les familles pour rechercher l'ensemble des éléments, s'il y a un manquant ou pas. Tout après, on a constaté une des familles qu'il y a un des éléments qui n'est pas sur place. On a fouillé au niveau du village, on s'est rendu au niveau du village environnant, demandé, mais on n'a pas vu l'élément nommé Moustapha Sall. C'est après que en collaboration avec le sous-préfet, on a lancé encore une opération avec le service sapeurs-pompiers, avec l'unité de Kaolack, l'unité plongeur. Les gens sont venus avec leurs bagages, ensuite ils ont pénétré le puits avec qui a beaucoup d'eau, avec des appareils, avec une technicité extraordinaire qui a permis de retrouver le nommé Moustapha Sall au fond. Les soldats du feu sortent fréquemment pour faire des interventions. Cependant, la population du département de Nioro demande aux autorités de renforcer les moyens matériels des sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent intervenir énergiquement et rapidement. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Procès de l'ancien président de l'IAAF, Lamine Diack, charge son fils Pape Massata Diack après avoir appris qu'il était impliqué dans des affaires de dopage. Compte rendu d'audience avec notre correspondant sur place, Nicolas Pinault. Les premiers mots de Lamine Diack étaient attendus et l'ancien patron de l'athlétisme international affirme être tombé des nues quand il a appris par les enquêteurs que son fils, Papa Massata Diack, alors conseiller marketing de l'IAAF, était mêlé au dossier de dopage. Il s'est conduit comme un voyou, attaque-t-il. À propos de celui qui est le grand absent de ce procès, Papa Massata Diack, figure clé de l'affaire, visé par un mandat d'arrêt international, est resté à Dakar et n'est pas présent à l'audience. Après avoir parlé de sa vie mercredi devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, l'ancien patron de l'athlétisme mondial jugé pour corruption est entré dans le fond de l'affaire ce jeudi devant les juges français. Interrogé sur le scandale de dopage, Lamine Diack répond qui a pris la décision qu'il fallait étaler les sanctions disciplinaires. C'est moi, tout le monde a dit casse-cou, président, a assumé à la barre Lamine Diack. Il rejoint ainsi la version de l'ancien chef du département antidopage de l'athlétisme mondial, Gabriel Dolé, qui l'avait chargé lundi.
Je l'ai fait pour la santé financière de l'IAF, s'est justifié Lamine Diack. Il fallait que la santé financière soit sauvegardée et j'étais prêt à faire ce compromis. S'il est clair sur ce dossier, Lamine Diack l'est moins en revanche concernant le fameux 1,5 million de dollars versés par les Russes, soi-disant pour contrer la campagne d'Abdoulaye Wade à la présidentielle en 2012. Ce sont eux qui m'ont donné l'argent, mais il reste flou concernant la finalité de cette somme 1,5 million de dollars qui avait été remis par les autorités russes. Dans cette affaire, Lamine Diack risque 10 ans de prison s'il est reconnu coupable par la justice française. Et Nicolas Pinault, Paris, Sud FM. Arrêt temporaire de travail au palais de justice de Thiès, le Sud-Just dénonce les lenteurs dans le suivi des accords déjà signés. Ce mouvement est un avertissement. Correspondance Babacar Ndao. Un arrêt temporaire de travail au palais de justice de Thiès ce jeudi à l'appel du Sud-Just, maître Yankoba Seydi du tribunal de grande instance de Thiès, porte-parole du jour. Ça fait très longtemps que les travailleurs de la justice n'avaient pas observé de mode de grève parce que le bureau exécutif national avait déjà enclenché un processus à travers lequel on voulait aller dans le sens d'une négociation et ne pas aller en grève. Et un travail colossal a été abattu par ce bureau. Des textes ont été élaborés par le bureau exécutif national. Les ministres qui ont devancé l'actuel ministre ont fait un travail extraordinaire en portant ce combat. Aujourd'hui, il ne reste qu'à procéder à la publication de certains décrets et à mettre en œuvre la réforme statutaire. On ne peut pas comprendre qu'il ait fait 1 an ou 2 ans, ça importe peu. On est dans l'administration et il y a la continuité du service public. L'essentiel du travail a été déjà fait par ses prédécesseurs. Tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est d'aller vers l'effectivité de ces réformes et de la publication de ces décrets. Surtout les réformes statutaires qui permettent aux greffiers de passer à la hiérarchie A2, aux assistants des greffes de parquet de passer à la hiérarchie B2. Donc, en quelque sorte, il y a un nouveau décret qui porte le cadre des fonctionnaires de la justice. Et ce nouveau décret doit être mis en œuvre. C'est tout ce que nous demandons. Il y a aussi d'autres décrets qui vont dans le sens de la réforme du centre de formation judiciaire où les greffiers doivent aller, mais également la publication de certains décrets qui permettent l'élargissement de l'assiette du fonds commun également. Face à ce qu'ils qualifient de dilatoire de leur tutelle, les membres du Sud-Just section Thiès déterrent la hache de guerre, maître Yankoba Seydi. On a tout juste observé un arrêt temporaire de travail pour dénoncer l'attitude du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et demander au bureau exécutif national de prendre ses responsabilités face à cette situation. Surtout, nous lançons un appel au bureau exécutif national du syndicat des travailleurs de la justice, parce qu'on ne peut plus laisser cette situation perdurer. Demain, on nous dira qu'un autre ministre est là, etc., etc. Donc, veillons à ce que le travail qui a été déjà abattu par les ministres de la Justice qui sont passés par là et le bureau exécutif national soit concrétisé par l'actuel ministre. C'est tout ce que nous lui demandons. Après 3 quarts d'horloge d'arrêt de travail, les activités ont finalement repris au palais de justice de Thiès. Babacar Ndao, Thiès sur le fait. Reprise des enseignements pour les élèves en classe d'examen. Le comité interministériel va bientôt proposer une nouvelle date, une date qui sera choisie en fonction de la période d'incubation de 14 jours observée par les enseignants qui avaient fait le voyage à la date initiale. Sur la disponibilité du matériel, l'État mobilise les services compétents pour corriger les impairs. Mohamedou Moustapha Diagne, le directeur de la formation et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, on l'écoute. Le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire le point et d'apporter des corrections. Le ministre de l'Éducation nationale, Moutala, avait déjà demandé à tous les inspecteurs d'académie de lui envoyer les données, de lui remonter les données du matériel déjà déposé dans les écoles. Et s'il y a des manquements, les pointer, puisque ici et là, on a dit que du matériel manqué ou du matériel n'est pas parvenu à l'école. Donc, nous sommes en train de corriger tout cela. En même temps, le comité interministériel, composé de 14 départements, est à pied d'œuvre pour retenir une date et la présenter à nouveau au chef de l'État pour validation. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Évidemment, quand les enseignants qui se sont déplacés à l'intérieur du pays ou qui sont venus vers Dakar auront fait 14 jours, on saura qu'est-ce qui a développé la maladie ou non. Donc c'est juste un temps d'incubation pour voir également ces enseignants-là. C'est dire que bientôt une date sera proposée au chef de l'État et les cours, Inch'Allah, pourront reprendre.
119 nouvelles contaminations ce 11 juin au Sénégal, dont 17 issues de la transmission communautaire à Dakar, Touba, Kaolack et Richard Toll. 20 cas graves sont pris en charge, 1709 patients sous traitement sur 4759 cas au total. La directrice générale de la santé, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, fait le point, on l'écoute. Ce jeudi 11 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,2%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 102 cas contacts suivis par nos services, 17 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Plateau 2, Maristes 1, Golfe Sud 1, Wakinan 1, Anne 1, Diamniadio 1, Grand Yoff 2, Parcelles Assainies 1, Hariala 1, Fass Mbao 1, Anne Maristes 1, HLM Nimzat 1, Kaolack 1, Richard Toll 1 et Touba 1. 109 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4759 cas ont été déclarés positifs, dont 2994 guéris, 55 décédés et donc 1709 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exerce les populations à respecter au sein de nos communautés les mesures de prévention collective et individuelle. La situation sur le plan des contaminations n'est plus vraiment maîtrisée à cause de la multiplication exponentielle des cas. Un message signé Dr Aboussi du ministère de la Santé qui circule dans les réseaux sociaux en fake news puisqu'il ne provient pas du ministère de la Santé et de l'Action sociale comme annoncé. Un acte pas citoyen qui vise à tuer les populations. L'auteur de ce fake news doit être traduit en justice, nous dit. C'est un acte criminel, dénonce le directeur du SNEPS, Dr Ousmane Gueye. On l'écoute avec Marie-Rosaline Ndiaye. Merci beaucoup. J'ai lu ce message, je viens juste de le lire. Mais permettez-moi d'abord de regretter cela. Et peut-être que pour une fois, je serai un peu dur, mais c'est dire que celui qui a écrit ce message, je ne crois pas qu'il soit sénégalais. S'il est sénégalais, je ne crois pas qu'il soit citoyen. S'il est citoyen, je ne crois pas qu'il pense à l'avenir de notre pays. Parce que je pense qu'on ne peut pas être en face d'une telle pandémie et que les gens depuis plusieurs mois sont en train de faire le maximum pour bouter cette pandémie en dehors de nos frontières. Je dirais même pas en dehors de nos frontières, mais il faut dire que cette pandémie quitte la planète Terre. Et on se permet de dire des choses pareilles. Je pense que c'est pas normal, c'est pas bien. Il faut que les gens se reviennent sur Terre et leur tête sur les épaules, la tête sur les épaules et vraiment souhaiter le meilleur pour notre pays. Pas le pire. Je pense que c'est ça. De telles informations, les véhiculer sans fondement, effectivement, ça ne sert qu'à semer la zizanie dans la société. Ça ne sert qu'à tuer des gens parce que je pense que c'est ça. Ça, c'est à la limite, c'est criminel. C'est criminel. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit condamner. Et je pense que quand même, les autorités administratives, policières doivent suivre vraiment l'auteur de ce message et vraiment le traduire devant la justice. Je pense que c'est ça qui est normal pour cette personne qui a fait cela. Quelle garantie pour les populations quand elles reçoivent un message pour croire que ça vient effectivement du ministère ou pas? Mais vous savez, nous avons dit, nous avons nos canaux de communication. Je pense que c'est fondamental. Il y a le point journalier que le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait tous les jours, mais aussi il y a une commission communication engagement communautaire que j'ai l'honneur de diriger au niveau du comité national de gestion des épidémies. Je pense que c'est des voies autorisées et qui peuvent vraiment donner la bonne information. Assouplissement des mesures à la gare routière des Beaux Maraîchers. Les consignes sont respectées par les voyageurs.
La police veille sous la supervision d'un régulateur, Khalifa Gueye, responsable de l'exploitation de la gare routière des Baux-Maraîchers. On l'écoute avec Aïssatou Gueiba. Bon, les difficultés majeures, c'était au début, avec la première journée de l'ouverture, avec le manque de véhicules. Mais c'était normal quand même. C'était le dimanche de 5h30 à 9h. Bon, il y avait un problème de véhicules. Mais tout a été réglé facilement, donc nous n'avons plus de problème. Oui. Les voyageurs respectent les consignes obligatoirement parce qu'avec ça, bon, nous agissons directement. Bon, nous avons la police à nos côtés. Bon, chaque porte, il y a un policier et des régulateurs qui veillent sur ça. Donc, quand tu rentres, tu viens, tu laves tes mains. Nous avons aussi des bouteilles de gel. Tu te laves et tu sors. Pour les technoflash, il y a la police qui veille. Donc, il n'y a pas de résistance pour les manifestants aussi. Nous avons sélectionné des régulateurs qui sont assis au niveau des quais. Chaque client voyageur qui vient, qui dit je vais à Touba, je vais à Thiès ou je vais telle place, tu trouves le régulateur, tu remplis. Il te fait remplir ton nom et ton prénom. Maintenant, quand vous rentrez dans le véhicule, le chauffeur vous reçoit, vous êtes 7, le régulateur contrôle, si c'est OK, il vise ton bon et tu vas à la caisse pour sortir. Donc, il n'y a aucun problème pour les manifestants. Parce que les manifestants, nous l'avons débuté, ça fait des années, avec le problème de la maladie Ebola. C'est en ce moment que nous l'avons commencé avec les véhicules de Guinée, Linkering et Diaoubé. Donc, nos régulateurs maîtrisent bien les manifestants. Évaluation de la force Covid-19, le comité de pilotage a fait face à la presse. Plusieurs questions ont été évoquées dans le podium pour les membres. Babacar Samb. Le bilan en chiffres, c'est 69 milliards destinés à l'aide alimentaire d'urgence, plus de 50 milliards pour l'acquisition des kits, des visites de terrain effectuées dans cette région du pays. Elles vont se poursuivre la semaine prochaine. Certaines régions ont déjà fini leur distribution à presque 100%. Mais Dakar reste le problème, selon le général François Ndiaye. Toujours dans ses propos, il révèle qu'en dehors du riz, il y a des packs qui ne sont pas encore au complet. Des difficultés logistiques et d'approvisionnement ont été relevées, précise le président du comité de pilotage du fonds Force Covid-19. À l'en croire, le retard noté dans la distribution s'explique par le fait qu'il fallait procéder à une révision du registre national unique, puisque les données ne sont pas fiables à 100%. Il fallait résoudre les problèmes liés à l'exclusion, au doublon et à l'omission. 100 000 ménages de plus ont été ajoutés à la liste des 1 million de familles initialement prévues pour combler le gap, affirme-t-il. Les opérations de ciblage ont été effectuées de manière consensuelle et transparente. Les imperfections sont à corriger, note le général Ndiaye. Interpellé sur la polémique qui enfle autour des perdiums qu'auraient reçus les membres du comité, le général nie les allégations. Selon lui, cette information est à verser dans la corbeille des fake news. Les membres du comité ont refusé de prendre les indemnités de session. Une mise au point a même été servie à l'organe auteur de cette fausse information. Le comité tient à préciser aussi que la projection des 1000 milliards destinés au fonds Force Covid-19 s'est basée sur plusieurs axes, notamment le soutien au secteur de la santé, la logistique, la communication des risques et engagement communautaire. Il y a aussi le renforcement de la résilience, le soutien aux Sénégalais de l'extérieur et le paiement des dettes dues aux entreprises. Un rapport circonstancié sera remis au chef de l'État. Plan d'aménagement du littoral annoncé par le chef de l'État, le président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral et président de Pacte Nouveau Monde se réjouit de cette annonce. Au-delà du chef de l'État, il estime que tous les citoyens et politiques, entre autres, ont adhéré au combat pour la défense du littoral qui a atteint un niveau de dépossession jamais égalé. Mokhtar Ba avec El Hadj Malick Ndiaye. Ce qui surgit depuis quelques jours ouvre une voie d'espérance. Tout le monde bouge. Les citoyens ont bougé, les politiques même bougent, et l'exécutif bouge. Et c'est excellent qu'il y ait une réactivité automatique. Que des ministres aillent visiter le littoral, comme le président l'avait fait lui-même, pour se rendre compte de la situation. Tout le monde a reconnu que nous sommes à un niveau de dépossession publique très avancé. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de l'irréversible. C'est que ce qui reste en termes d'espace sur ce littoral, mais quand on le regarde, on a même froid dans le dos. Probablement 90% c'est construit.
construit sur de l'enrichissement sans cause, construit sur tout ce que l'on veut, quoi. L'utilité publique a été absente sur tout cela. Donc que le président, dans le cadre d'un conseil des ministres, en prenne conscience et fait écho à tout ce que nous avons fait et tout ce que nous disons, eh bien c'est excellent. Le débat est posé. Donc nous qui avions fait des propositions, 8 mesures que nous avons proposées au gouvernement, nous sommes entendus, parce que nous avons parlé de politique nationale d'aménagement. Il fait une proposition d'aménagement, c'est notre 5e mesure. Et évidemment, maintenant, le débat, il est posé. On peut proposer telle chose, nous pouvons avoir une proposition complémentaire ou une valeur ajoutée, on peut mettre telle ou telle chose là-dessus, parce que c'est un débat incroyable. Aujourd'hui, il faut voir ce littoral-là économiquement, de ce que cela va nous rapporter de rectifier. Des gens se sont enrichis aujourd'hui, c'est leur poche, les générations futures doivent pouvoir s'enrichir de la rectification. Et c'est pourquoi on a théorisé la destruction créatrice, etc. Abdou Sané, président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophe, n'est pas convaincu par ce plan global d'aménagement durable et de valorisation du littoral national et aussi par l'application des codes de l'urbanisme et de la construction. Le géographe donc soutient que l'urgence est de mettre un terme aux constructions anarchiques qui sont une menace réelle pour le bien commun qui est le littoral. Abdou Sané avec Saïdi Malouane. Lorsqu'on entend le chef de l'État le dire, on ne peut que s'en réjouir, puisque au-delà même du code de l'urbanisme et du code de la construction, il faut y ajouter le code de l'environnement, il faut y ajouter le code forestier, il faut y ajouter également le code de la pêche et il faut y ajouter aussi le code minier. Donc, c'est une approche globale, intégrée, qui permet aujourd'hui de sauvegarder et de valoriser le littoral. Donc là, c'est une annonce. Mais nous dépassons l'annonce. Parce que l'annonce est née à partir du Conseil des ministres d'hier. Or, l'histoire du littoral n'a pas commencé hier. Le chef de l'État, il est bon de le rappeler, avant son accession à la présidence de la République, avait promis de faire du littoral son propre combat. Or, ce qui se passe aujourd'hui est alarmant. L'opinion internationale est en train de se moquer du Sénégal. Et c'est à un moment où même nous sommes en train de pleurer, de nous lamenter par rapport à l'avenir et aux risques auxquels nous sommes exposés par rapport à la dégradation de ce littoral. Et c'est dans ce contexte que l'opinion se réveille un jour pour voir que ce sont même les institutions de la République qui sont en train de procéder à la destruction de ce que nous avons de plus précieux pour un pays côtier. Donc, je crois que c'est un simple détail. Et il attend d'abord lui-même de lever à travers un décret et de déclasser des zones qui n'étaient pas indiquées en termes d'occupation pour enfin annoncer, comme il a l'habitude de le faire, de nouvelles initiatives. Moi, je n'y crois absolument pas. Et au moment où nous parlons, pas de contraire, le vrai combat, c'est de remettre en question toutes ces constructions anarchiques qui sont en train d'être mises en œuvre par un certain nombre de personnes que l'on peut assimiler à des délinquants, puisque après tout, le littoral est une ressource comme les deniers publics. Le littoral est une ressource qui nous appartient à nous tous et nous avons donc le droit d'exiger la restitution de cette ressource au profit exclusif des populations. La gouvernance foncière pose problème au Sénégal, des difficultés qui découlent de l'inapplication des textes. Pour le Forum civil, il est temps que l'État applique les principes de bonne gouvernance foncière avant qu'il ne soit trop tard. Abdoul Aziz Diop, coordonnateur adjoint du Forum civil, joint par El Hadj Malick Ndiaye. Ce n'est pas du nouveau sous les tropiques, parce que les textes existent, sauf l'État n'a pas rappelé les principes. Les principes existent, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? On a vu que la gestion du foncier au Sénégal a toujours créé des problèmes. Et là, dans d'autres pays où on a d'autres types de conflits, comme le tribalisme, comme les guerres civiles, au Sénégal, ce qui risque de se produire, surtout en termes de conflits, c'est surtout par rapport au foncier, si on y prend garde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avions une loi sur le domaine national. Cette loi est obsolète. Cette loi qui date de 1964. Le chef de l'État avait mis en place une commission nationale de réforme foncière, dirigée par le professeur Souran. Cette commission a travaillé, cette commission a déposé ses conclusions. C'est un document de politique foncière qui devrait être traduit du moins en loi sur le foncier. Mais malheureusement, les conclusions sont restées lettres mortes. Même si c'est un document peut toujours être amélioré. Mais quelle est la suite qui a été donnée à cette conclusion de cette commission composée du professeur Souran, d'éminents spécialistes comme le professeur Abdoulaye? Donc c'est la cause problème. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Sénégal, c'est que la gouvernance foncière, autant au niveau central qu'au niveau local, pose problème parce qu'il y a surtout un problème de malgouvernance
un problème d'inapplication des textes par ce qui me réussit. Et la réalité se traduit aujourd'hui. Par exemple, ce qui se passe au littoral, c'est ce qui se passe ailleurs, dans d'autres régions. Nous avons vu avec l'agrobusiness, nous avons vu aujourd'hui avec l'exploitation minière aujourd'hui dans la zone des Niayes. Donc, il y a autant de problèmes. Donc, il est temps aujourd'hui que l'État prenne les choses à bras le corps pour éviter que le pire s'installe. Et le pire, c'est des conflits qui peuvent nous faire vraiment à des situations vraiment inacceptables et qui ne seront pas l'intérêt, qui ne garantiront pas la stabilité du pays. Parce qu'au moins, si nous avions la chance d'avoir un pays très stable, mais malheureusement, avec cette crise foncière qui commence aujourd'hui à perdurer, cela pose problème. Donc, je pense qu'il n'y a pas mille chemins. Il ne s'agit pas de rappeler les textes, il s'agit d'appliquer les textes dans toute sa rigueur, d'appliquer les principes de bonne gouvernance foncière, dont je vais en citer quelques-uns, le principe de participation, le principe d'équité, le principe de transparence et le principe de redevabilité. Activité économique, la pandémie a fini d'étouffer le secteur de l'événementiel. Plus aucune activité depuis 3 mois. Les petites entreprises sont à l'arrêt et les pertes inestimables à Fatou Bari. L'événementiel, un secteur qui subit directement les affres du coronavirus. Il y a le Magal de Kazuradia, le pèlerinage de Popenguine, la plaine des Layènes. Il y a énormément de pertes. Gana Diop évolue dans le secteur depuis 7 bonnes années. À la tête d'une petite entreprise composée d'une dizaine de personnes, il passe aujourd'hui ses journées à se tourner les pouces et à compter les jours passés. Dans son local situé à Pikine, chaises, bâches, matériel de sonorisation, tous sont recouverts de poussière, signe de leur longue immobilisation. Avec un brin d'ironie, le chef d'entreprise narre leur galère actuelle. Depuis le 2 mars, nos locaux sont fermés. À force de respirer cet air, nous risquons d'être enrhumés. La raison à cette situation de léthargie dans laquelle lui et ses amis se trouvent est due à l'absence de commandes suite à l'annulation de tout type d'événements rassemblant du monde, une mesure imposée par les autorités pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. C'est à travers les activités rassemblant du monde que nous faisions de bonnes affaires, mais maintenant, on ne reçoit même plus de location. Voilà 3 longs mois que ceci dure et les pertes se comptent par milliards, non sans oublier les salaires qui ne tombent plus. C'est très difficile puisque beaucoup de nos employés sont des soutiens de famille. Nos pertes sont évaluées dans les environs de 2,5 milliards, voire même plus. À la tête de l'Union nationale des entreprises événementielles du Sénégal qui regroupe en son sein près de 150 personnes, Gana Diop et ses amis ne perdent pas espoir de voir très bientôt le bout du tunnel et de sortir enfin la tête de l'eau. En sport, reprise progressive des championnats en Europe après l'Allemagne, c'est au tour de l'Espagne ce jeudi. Une reprise qui satisfait pleinement les amateurs de foot, même si les stades sont vides. Reportage Josette Kali. Après une longue trêve due au coronavirus, la Liga emboîte le pas à la Bundesliga. Le football reprend ainsi petit à petit ses droits au grand bonheur de ces férus du ballon rond qui n'espéraient pas mieux. On est très contents. C'est un salut que je fais. Un hurrah aussi de cœur parce que ça nous manquait énormément. Nous sommes très ravis de pouvoir suivre les championnats européens. Avec la crise instaurée par le coronavirus, donc je dirais que c'est une bonne chose. Je tire mon chapeau aux autorités du football mondial parce qu'ils ont eu le courage, malgré la maladie, de continuer à nous donner notre amour qui est le football. Même si en Espagne le titre n'est pas encore acquis, ses supporters se désolent déjà de l'ambiance qui sera tout autre avec ces rencontres à huis clos. C'est vrai que ce ne sera pas pareil, mais bon, ça reste toujours le football, c'est un sport de divertissement, donc voilà. Reste à savoir si ils vont essayer d'amener le public pour qu'il y ait plus d'animation, parce que en général, les supporters apportent quelque chose à leurs équipes. Pour Amadou Diop, sa joie serait encore plus grande si le championnat français qu'il accorde beaucoup d'intérêt était encore en lice. Le malheur en est que la France a très tôt donné le championnat
au Paris Saint-Germain. Parce qu'en matière de football, pour moi, il n'y aurait pas de loterie. Bien vrai que c'est l'équipe qui a été première en mi-parcours. Mais le fait d'interrompre le championnat, c'est un peu réticent au niveau du cœur, quoi. Les footballeurs en Europe foulent progressivement les pelouses pour terminer les championnats. Même si c'est l'Allemagne qui a redémarré en premier le mois dernier, la Liga, la Premier League et le Calcio feront de même en ce mois de juin. Restez chez vous, ce sera super, donc ce sera beaucoup moins ennuyant. Tout de suite, info écho avec Rapsa et Dimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Faillite et suppression d'emplois, c'est le lot quotidien de certaines firmes internationales dues au Covid-19. Le Sénégal n'en est pas encore là, d'après le chef du département économie de la FASEG de l'UCAD. Professeur Aboukan revient sur les mesures prises par l'État du Sénégal pour préserver les emplois. Avec la persistance de la crise sanitaire et son lot de conséquences sur la baisse des activités, il y a beaucoup de grandes entreprises à travers le monde qui sont en train de procéder à des licenciements massifs. C'est le cas du géant pétrolier BP ou du loueur de véhicules Hertz qui ont annoncé ces derniers jours des licenciements de dizaines de milliers de travailleurs. Il faut préciser que certaines de ces grandes entreprises vont directement vers ce qu'on appelle un dépôt de bilan ou une cessation de paiement, plus connu sous le vocable de faillite, qui survient lorsqu'une entreprise ne peut plus payer ses dettes fournisseurs, ses salaires ou ses emprunts bancaires. Et dans des pays comme les États-Unis, le Canada ou les pays européens, ça risque de s'accentuer tant que la pandémie ne sera pas vaincue, puisque les États n'interviennent pas ou interviennent très peu pour protéger les emplois. C'est plus la loi du marché qui prévaut. Pour le cas du Sénégal, la situation est tout à fait différente parce que non seulement les salariés ne sont pas très nombreux chez nous, puisque c'est moins de 30% de ceux qui travaillent qui sont salariés, mais aussi il y a eu un aménagement de la législation du travail depuis le mois d'avril qui vise à protéger les emplois. Plus particulièrement, il y a une interdiction des licenciements pour des motifs autres que la faute lourde. Et il y a aussi une limitation du recours au chômage technique. Et en contrepartie, bien sûr, l'État va accompagner les entreprises qui respectent cette législation, surtout du point de vue fiscal et financier, par des garanties que l'État pourra apporter pour que ces entreprises puissent accéder à un financement. Il précise que d'ici la fin du mois de juillet, si la crise sanitaire persiste, il y a de quoi s'inquiéter. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'État a tout intérêt à relâcher certaines restrictions, parce que sinon les coûts seront très élevés pour l'État et il sera même dans l'impossibilité de garantir à ces entreprises l'accompagnement promis au départ. Donc c'est une situation qui peut tenir, à mon avis, jusqu'à la fin de ce mois de juin, mais tout au plus jusqu'au mois de juillet. La plupart de nos entreprises seront affectées malgré l'accompagnement de l'État, parce que après la levée des restrictions, il y aura toujours un temps de latence au cours duquel les activités ne pourront pas reprendre à plein régime. Et ça ne sera plus garanti par l'État, sans compter que nous avons une forte dépendance vis-à-vis d'autres entreprises qui sont implantées dans les grands pays. Donc il y a une chaîne d'approvisionnement qui sera forcément rompue. Tous ces facteurs-là vont contribuer à rendre la vie difficile à nos entreprises, même après la levée de toutes les restrictions liées à la pandémie. C'était professeur Aboukan, chef du département économie de la FASEG. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Ndeye Khady Diop. Le rappel des titres, le corps d'un jeune marié retrouvé dans un puits à Ngayen Sabakh, département de Nioro. La victime était âgée de près de 30 ans. Sans moyens logistiques, les sous-unités des sapeurs-pompiers ont dû faire intervenir les plongeurs de Kaolack. Procès de Lamine Diack à Paris. L'ancien président de l'IAF charge son fils Pape Massata Diack après avoir appris que le conseiller marketing était impliqué dans des dossiers sur le dopage. Pendant ce temps, le syndicat des travailleurs de la justice
justice observe un arrêt de travail pour avertir l'autorité à Thiès. Le Sud-Just dénonce les lenteurs dans le suivi des accords signés. Reprise des enseignements pour les élèves en classe d'examen. Le gouvernement va bientôt reprogrammer. Une nouvelle date sera choisie en fonction de la période d'incubation de 14 jours pour les enseignants qui avaient fait le déplacement à la date initiale. Sur la disponibilité du matériel, l'État mobilise les services compétents pour corriger les impairs. Info Éco avec Rapsa Elimanouane a mis fin à cette édition mise en monde par Alassane Wad à la présentation des Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Ben Chersek à 19h. Votre émission Cauchemar d'entrepreneur avec Mariama Touré. Merci d'avoir suivi.